Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2026, le ciel au-dessus d'Ispahan est devenu blanc. Des analystes en source ouverte, des témoins oculaires et des comptes sur les médias sociaux partout dans le centre de l'Iran ont documenté une boule de feu qui est montée assez haut, au-dessus des 2-3 millions d'habitants de la ville, pour être visible, selon plusieurs rapports, à des distances d'environ 100 km. La vidéo que le président Trump a partagée sur son compte Truth Social, sans légende, montrait une chaîne d'explosions secondaires se déclenchant en séquence, chaque détonation en déclenchant une autre à travers une zone militaire au sud-est du centre-ville. Quand la légende disparaît, le spectacle commence généralement. Lors d'un point de presse le mardi suivant, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a confirmé que les images montraient un dépôt de munitions frappé par des bombardiers américains, et il a ajouté que ce genre de vidéo est rarement visible parce que l'Iran a encore coupé Internet à 99% de sa population. Un responsable américain a confirmé au Wall Street Journal qu'un grand nombre de munitions pénétrantes anti-bunker de 2000 livres, d'environ 407 kilos chacune, avaient été utilisées dans la frappe. Ces trois faits, la confirmation de la cible comme étant un dépôt de munitions, l'utilisation en grand nombre des munitions pénétrantes conventionnelles les plus lourdes de l'arsenal américain, et le choix de Trump de partager lui-même les images sans explication, établissent le dossier public de ce qui s'est passé à Ispahan le 30 mars. Dans le style Trump de la communication stratégique, une explosion de cette ampleur semble apparemment tenir lieu de notes d'information à elle seule. Mais il n'explique pas pourquoi Ispahan a été frappé avec ce système d'armes précis, à ce niveau précis de densité de munitions, alors qu'un dépôt de munitions peut habituellement être neutralisé avec des munitions de précision à plus faible rendement, sans nécessiter la capacité de pénétration lourde que les armes de la catégorie GBU 2.8 ont été conçues précisément pour vaincre. La réponse à cette question mène directement au problème non résolu le plus lourd de conséquences de l'ensemble du conflit entre les États-Unis et l'Iran, où se trouve environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%, et qu'est-ce que le bombardement d'Ispahan lui a réellement fait? Ispahan n'est pas simplement un complexe de dépôt de munitions. C'est le nœud central du complexe théo-iranien, un ensemble de sites abritant une usine de conversion de l'uranium, des installations de fabrication de combustible, une unité de production de centrifugeuses et des sites de traitement des métaux. Le centre de technologie nucléaire d'Ispahan faisait partie des 3 sites visés par l'opération américano-israélienne Opération Midnight Hammer en juin 2025, avec des missiles Tomahawk frappant des installations de métallurgie et des laboratoires de fabrication de combustible. Des images satellites du début de 2026, avant le début de la guerre actuelle, montraient que l'Iran réparait et renforçait activement le complexe d'Ispahan, reconstruisait des structures endommagées, fortifiait les entrées de tunnels et construisait des bunkers en béton armé pour protéger des infrastructures critiques contre de futures frappes. Mais le détail qui rend la frappe du 30 mars particulièrement importante, et que la présentation en dépôt de munitions a obscurci plutôt qu'éclairci, c'est l'uranium. Le Bulletin of the Atomic Scientists a publié une analyse en mars 2026 documentant des images satellites du 9 juin 2025 montrant des camions entrant dans des tunnels de l'installation d'Ispahan quelques jours avant le début de Opération Rising Lion. L'analyse de François Diaz-Morin a calculé qu'un seul camion chargé de colis de transport à la masse maximale autorisée d'uranium sous forme d'hexafluorure pouvait contenir jusqu'à 534 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est du même ordre de grandeur que le dernier chiffre vérifié par l'Agence internationale de l'énergie atomique, soit 449 kg d'uranium enrichi à 60%, en possession de l'Iran avant les frappes de juin 2025. La ligne officielle parle de dépôt de munitions, parce que nous avons peu être transformé un problème de comptabilité nucléaire en problème géologique, cadre mal derrière un lutrin. L'analyse du bulletin a conclu que l'Iran avait probablement transféré sous terre à Ispahan une portion importante, possiblement la totalité, de son stock d'uranium hautement enrichi avant les frappes de juin 2025 sur Natanz et Fordo, ce qui signifie que ces frappes antérieures contre les principales installations d'enrichissement ont peut être détruit l'infrastructure des centrifugeuses sans toucher la matière que ces centrifugeuses avaient déjà produite. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a confirmé au début de 2026 que l'agence estime qu'un peu plus de 200 kg d'uranium enrichi à 60% se trouve sous terre à Ispahan. Cette quantité représente assez de matière pour environ 5 ogives nucléaires si elle était enrichie davantage jusqu'à 90%,
soit le niveau militaire, ce que la capacité iranienne survivante en centrifugeuse pourrait théoriquement accomplir en quelques semaines, à condition de disposer d'une infrastructure suffisante, demeurait intacte. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait déjà perdu la continuité de sa connaissance du stock d'uranium iranien lorsque l'Iran a éteint les caméras sur place, une lacune que l'agence a qualifiée d'irréversible. En février 2026, l'Agence internationale de l'énergie atomique a observé, au moyen d'images satellites, une activité régulière de véhicules autour des entrées du complexe de tunnels à Ispahan. Au 9 février, ces entrées avaient été complètement remblayées et recouvertes de terre. C'est là que la logique stratégique devient claire. L'analyste militaire israélien Ron Ben Yishai, écrivant dans Inet le lendemain de la frappe du 30 mars, a décrit la logique de l'opération avec une précision que la présentation du Pentagone comme dépôt de munitions n'a pas fournie. Son évaluation était que la frappe reflétait un effort délibéré des États-Unis pour neutraliser le stock iranien d'uranium, enrichi en l'ensevelissant sous la roche, la terre et une infrastructure de tunnels effondrée, plutôt qu'en tentant de le retirer par la force. Les deux options débattues au sein de l'appareil américain de sécurité nationale étaient une opération terrestre pour extraire l'uranium hautement enrichi, ou un arrangement négocié en vertu duquel Téhéran le transférait à l'étranger. L'option d'une opération terrestre était jugée exiger plus de 1000 soldats, l'établissement de pistes d'atterrissage à Natanz et à Ispahan pour soutenir la force, et de l'équipement d'ingénierie lourd capable d'ouvrir des tunnels scellés, le tout sous le feu des forces du corps, des gardiens de la révolution islamique dans les environs. Cette option a été décrite comme extraordinairement difficile. La stratégie d'ensevelissement, qui consiste à faire s'effondrer l'infrastructure des tunnels au-dessus de l'uranium assez profondément pour que ni l'Iran ni aucun acteur non étatique ne puisse le récupérer, est une solution au problème de prolifération qui ne nécessite pas d'extraction. Si les tunnels sont ensevelis assez profondément, la matière à 60% devient définitivement inaccessible. Pour un mouvement qui adore l'expression « faire des deals », c'était une tentative remarquablement littérale de négocier avec la gravité. Trump a décrit ce résultat à CBS News en disant qu'il ne pense même pas au stock iranien d'uranium hautement enrichi parce qu'ils sont maintenant si profondément enfouis qu'il va être très difficile pour quiconque d'y accéder. Il a ajouté que la matière se trouve là, dessous, en profondeur, et qu'elle est plutôt en sécurité. Le physicien nucléaire Rudra Sangani, écrivant pour le Stimson Center, a contesté directement cette présentation. Même si des frappes peuvent faire reculer l'infrastructure nucléaire iranienne, la force militaire ne peut pas éliminer le risque de prolifération à long terme de l'Iran, parce que l'Iran conserve l'expertise nucléaire et vraisemblablement les matières clés nécessaires à la fabrication d'une bombe. Samuel Hickey du Stimson Center a noté que la perte d'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis le milieu de 2025 signifie que la communauté internationale ne possède pas la connaissance vérifiable des emplacements de l'uranium et de la capacité en centrifugeuse qu'exigerait toute politique sérieuse à l'égard de l'Iran. Plutôt en sécurité, c'est le genre de formule qui sonne avec assurance à la télévision et inachevée dans une évaluation du renseignement. La bombe anti-bunker de 2000 livres utilisée à Ispahan appartient à la même catégorie d'armes, même si elle ne représente qu'une fraction de la puissance des bombes anti-bunker d'environ 30 000 livres déployées contre des installations nucléaires iraniennes durant l'opération Midnight Hammer en juin, les explosions secondaires documentées dans la vidéo partagée par Trump, cette chaîne de détonations successives visible à 100 km, sont compatibles avec la physique d'une frappe sur un dépôt de munitions. Une pénétration initiale fait détonner des munitions stockées, qui à leur tour font détonner des munitions adjacentes, qui font à leur tour détonner d'autres munitions adjacentes dans une cascade qui se poursuit jusqu'à ce que l'ensemble du complexe de munitions ait brûlé ou explosé. La signature visuelle de multiples grandes boules de feu séparées de quelques secondes et montant à grande altitude est différente de ce que produirait une frappe directe sur des tunnels contenant de l'uranium, parce que l'hexafluorure d'uranium ne détonne pas à l'impact. Il se disperse, ce qui aurait produit une signature visuelle différente et un danger radiologique dont plusieurs médias ont parlé expressément sans trouver d'éléments permettant d'en établir l'existence. La dimension de l'Université de technologie d'Ispahan ajoute une couche de ciblage civil et universitaire qui n'a pas reçu une attention suffisante dans la couverture tactique. L'université a confirmé, dans un communiqué relayé par l'agence Fars News Agency, que l'attaque avait visé l'un de ses instituts de recherche, endommageant plusieurs autres bâtiments et causant des blessures mineures à 4 membres du personnel.
C'était la deuxième frappe contre l'université depuis le début de la guerre. Ispahan abrite des complexes de l'industrie de la défense, la base aérienne militaire de Badr et des installations décrites dans plusieurs analyses comme étant liées à la production, à l'assemblage et au stockage de missiles balistiques. Les instituts de recherche de l'université existent dans cet écosystème et ont été visés dans ce contexte à un coût qui a inclus des infrastructures universitaires et du personnel civil. L'argumentaire habituel des salles de presse les plus dures veut que la précision reste toujours précise, jusqu'au moment où un campus commence à ramasser des éclats. Au moment de la frappe du 30 mars, les statistiques de ciblage militaire américaines citées par le Daily Wire dépassaient 11 000 cibles frappées depuis le début de Opération Epic Fury le 28 février. Les pourparlers d'Islamabad qui ont échoué le 12 avril se sont effondrés précisément sur la question nucléaire. Vance l'a dit clairement, les États-Unis devaient voir un engagement affirmatif de l'Iran à ne pas chercher à obtenir une arme nucléaire et à ne pas chercher les moyens qui lui permettraient d'y parvenir rapidement. La stratégie d'ensevelissement à Ispahan, si elle a réussi sur le plan opérationnel, répond à une dimension de cette exigence. Elle a pu être rendue physiquement inaccessible, le stock existant d'uranium à 60%, mais Kelsey Davenport de l'Arms Control Association a soutenu dans le Stimson Roundup que cela méconnaît le problème. L'Iran conserve l'expertise nucléaire et il pourrait conserver une capacité de centrifugeuse non déclarée. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a aucune connaissance vérifiée de la fabrication iranienne de centrifugeuses depuis 2021. Une autre installation souterraine profonde non déclarée pourrait déjà être en construction près du site de Natanz. L'évaluation du contrôle des armements du Center for Non-Proliferation Studies est directe. L'ensevelissement du stock actuel n'élimine pas la capacité à long terme de l'Iran à produire un nouvel uranium hautement enrichi si une infrastructure d'enrichissement située à l'extérieur des sites connus a survécu ou a été dispersée. Le réflexe familier du monde trumpiste consiste à vendre un blocage tactique comme une solution permanente, comme si une conférence de presse pouvait faire le même travail qu'une vérification. Il y a 3 indicateurs qui détermineront si la frappe contre Ispahan du 30 mars a atteint son objectif stratégique ou si elle n'a produit qu'un succès tactique sans résoudre le problème sous-jacent de prolifération qui a conduit les pourparlers d'Islamabad à l'échec. Le premier est de savoir si des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique obtiendront accès au complexe de tunnels d'Ispahan dans le cadre d'un futur accord, un accès qui permettrait de vérifier si les tunnels ont été effondrés à une profondeur rendant l'uranium réellement irrécupérable, ou si l'ensevelissement iranien est assez peu profond pour pouvoir être excavé avec des moyens d'ingénierie suffisants et dans des conditions de sécurité adéquates. Le deuxième est de savoir si la communauté américaine du renseignement peut confirmer, au moyen d'images satellites ou d'autres moyens de collecte, qu'aucune capacité de centrifugeuse non déclarée à des emplacements situés hors d'Ispahan et de Natanz n'était opérationnelle pendant la campagne de 46 jours. Le troisième est de savoir si les pourparlers d'Islamabad produisent, lors d'un deuxième cycle s'il a lieu, un accord comprenant un cadre de vérification du programme nucléaire iranien plus large que le régime de surveillance existant de l'Agence internationale de l'énergie atomique que l'Iran a désactivé en 2021. Voilà le problème quand on gouverne au titre choc. Le tunnel exige encore des mesures, pas des adjectifs. Trump a dit qu'il ne pense pas à l'uranium enfoui, parce qu'il est profondément enterré et plutôt en sécurité. Mais enfoui et plutôt en sécurité n'est pas la même chose que vérifiablement éliminé et durablement non proliférant. La différence entre ces deux formulations est précisément ce que les pourparlers d'Islamabad n'ont pas réussi à combler. L'ampleur de l'événement du 30 mars et ce qu'il n'établit pas, c'est la relation entre la frappe conventionnelle du Pentagone contre des munitions et l'infrastructure nucléaire souterraine qui coexistent dans la même géographie. La version trumpienne de la clôture consiste souvent à cesser de parler de la question avant que les preuves n'arrivent. Ispahan est une ville de 2-3 millions d'habitants. Elle abrite la base aérienne militaire de Badr. Elle abrite des complexes de l'industrie de la défense produisant et stockant des composants de missiles balistiques. Elle abrite le centre de technologie nucléaire d'Ispahan, l'usine de conversion de l'uranium, les installations de fabrication de combustible, et le complexe de tunnels où jusqu'à 540 kg d'uranium enrichi à 60% seraient entreposés, selon l'évaluation de plusieurs organisations du renseignement et de contrôle. Les effets de l'effondrement des tunnels et des dommages structurels se propagent au-delà des limites d'une seule installation. La question de savoir si la chaîne d'explosion secondaire de la frappe du 30 mars a touché une infrastructure adjacente au tunnel de stockage de l'uranium ou qui leur est reliée
ne peut pas recevoir de réponse à partir des seules sources ouvertes. Le gouvernement américain ne s'est pas exprimé publiquement à ce sujet. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui serait l'organisme approprié pour vérifier si un rejet radiologique s'est produit, a déclaré dans ses rapports sur les frappes contre des installations adjacentes à Ispahan qu'aucune conséquence radiologique n'était attendue. Mais la capacité de l'Agence internationale de l'énergie atomique à effectuer une vérification sur place à Ispahan est restreinte depuis que l'Iran a désactivé les caméras de surveillance de l'agence et son accès en l'Antiening. La frappe du 30 mars a été l'événement unique le plus visible du conflit sur le plan de la documentation visuelle. Ses implications nucléaires demeurent les plus opaques. La stratégie d'ensevelissement, si c'est bien ce que représente la frappe du 30 mars, repose sur une hypothèse précise concernant la profondeur de stockage de l'uranium par rapport à la capacité de pénétration des bombes anti-bunker de 2000 livres. L'arme de la catégorie GBU 2.8 est conçue pour pénétrer environ 30 m de béton armé ou d'un matériau géologique comparable avant de détonner. Le complexe de tunnels iranien à Ispahan, selon l'analyse d'images satellites des schémas d'excavation visibles avant que les entrées des tunnels ne soient remblayées en février 2026, est jugé par des analystes, en sources ouvertes, comme s'étendant bien au-delà de cette profondeur. L'analyse du Bulletin of the Atomic Scientists a noté que l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans ses observations de février 2026 sur l'activité des véhicules autour du complexe de tunnels, observait les entrées d'un complexe dont la profondeur ne pouvait pas être déterminée à partir des seules images de surface. Si l'uranium est stocké à des profondeurs supérieures à la capacité de pénétration des armes déployées le 30 mars, la stratégie d'ensevelissement exige soit une campagne soutenue de frappes répétées pour faire s'effondrer progressivement l'infrastructure des tunnels du haut vers le bas, soit le déploiement des armes pénétrantes plus puissantes, de la catégorie Massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres, qui ont été utilisés contre ce même complexe durant l'opération Midnight Hammer en juin 2025. C'est ici que la mythologie des salles de briefing se heurte à la géologie, et la géologie n'a pas la réputation d'applaudir les slogans. Trump a dit que la matière était profondément enfouie et plutôt en sécurité, et qu'il serait très difficile pour quiconque d'y accéder. L'évaluation de la communauté du contrôle des armements est que plutôt en sécurité et profondément enfouie sont des descriptions opérationnelles qui dépendent de la profondeur exacte, de la capacité exacte de l'arme et des conditions géologiques exactes du complexe de tunnels d'Ispahan, et qu'aucun de ces éléments n'a été vérifié publiquement dans la campagne actuelle. Ce qui est vérifié, c'est que les explosions secondaires du 30 mars étaient assez importantes pour être visibles à 100 km. Ce qui n'est pas vérifié, c'est de savoir si la chaîne de ces explosions secondaires s'est étendue jusqu'à l'infrastructure de stockage de l'uranium située plus bas, ou si la frappe a atteint son objectif conventionnel contre les munitions, tout en laissant l'infrastructure nucléaire sous-jacente physiquement intacte et simplement scellée sous des débris additionnels. Une formule prête pour la caméra peut enfouir le doute dans l'espace public, mais elle ne l'enterre pas dans les archives. Les pourparlers d'Islamabad ont donné au ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, l'occasion de rendre explicite, dans un contexte diplomatique, la dimension nucléaire de cette ambiguïté. Le 15 mars, des semaines avant la frappe contre Ispahan, Araghchi a dit à CBS News Face the Nation que l'Iran était prêt à diluer sa matière enrichie ou à l'appauvrir par mélange comme une grande offre et une grande concession. Cette offre n'a pas été acceptée par la partie américaine. Au moment où les pourparlers d'Islamabad se sont conclus le 12 avril, la ligne rouge américaine demeurait zéro enrichissement et le retrait complet du stock du territoire iranien. La position de l'Iran demeurait que l'uranium dans les tunnels d'Ispahan est iranien et ne peut pas faire l'objet d'un retrait forcé. Ces deux positions ne peuvent pas être conciliées par des frappes aériennes. Elles ne peuvent l'être que par un cadre diplomatique incluant un accès vérifié au tunnel d'Ispahan, un accès que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas eu depuis 2020 et qu'aucun cadre d'accord actuel ne prévoit. L'instinct pro-Trump consiste toujours à traiter la diplomatie comme une finale de télé-réalité. Quelqu'un doit sortir avec l'air dominant, même si le vrai problème reste sur scène. L'explosion du 30 mars a illuminé le ciel au-dessus d'Ispahan sur 100 km dans toutes les directions. La question de ce qu'elle a accompli sous terre demeure sans réponse. Le dossier visuel de la frappe du 30 mars a été examiné par des analystes du renseignement en source ouverte, dont les travaux ont été agrégés sous le compte technique aux Indes, cité par plusieurs organisations de presse. Leur évaluation, constante dans l'ensemble des sources ayant examiné les images, est que le schéma des explosions secondaires est compatible avec un dépôt de munitions ou un complexe de stockage de munitions.
Des détonations successives espacées de quelques secondes, chacune alimentant la suivante, avec des boules de feu chaudes et rapides plutôt qu'une colonne thermique soutenue comme celle qu'un incendie de carburant produirait. Cette signature est le langage visuel de munitions stockées, d'obus d'artillerie, de propergoles de roquettes, de composants de missiles qui détonnent en cascade lorsque la chaleur et la pression du souffle d'une détonation adjacente atteignent le seuil d'allumage de la matière stockée voisine. La visibilité à 100 km est compatible avec l'énergie totale libérée par un grand complexe de munitions et non avec l'énergie d'une seule bombe pénétrante. Ce que le dossier en sources ouvertes ne peut pas résoudre, c'est la relation entre les munitions stockées au-dessus et l'infrastructure située en dessous. La zone militaire d'Ispahan est un complexe stratifié au sens littéral de la géologie. Installations de surface durcies, bunkers enterrés à faible profondeur, et réseaux de tunnels souterrains profonds à différentes profondeurs et remplissant différentes fonctions. Le dépôt de munitions confirmé par le Pentagone n'est pas la même installation que l'usine de conversion de l'uranium ou les tunnels de stockage de l'uranium enrichi, mais il se trouve dans la même zone géographique, relié par la même infrastructure de réseau de tunnels, et au-dessus de la même formation géologique que l'Iran a choisie précisément parce que sa profondeur la rend résistante au système d'armes qu'il savait détenu par les États-Unis et Israël. L'analyse du Stimson Center par Kelsey Davenport a identifié avec le plus de précision l'erreur conceptuelle au cœur de cette logique d'ensevelissement. L'argumentaire affirme que la question a été réglée. La configuration du site dit que la question a simplement changé d'étage. La force militaire ne peut pas éliminer le risque de prolifération à long terme de l'Iran parce que l'Iran conserve à la fois l'expertise nucléaire et vraisemblablement les matières clés. Cette expertise est répartie entre des centaines de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens dont les noms, la formation et les connaissances ne peuvent pas être bombardés. La mémoire institutionnelle de 2 décennies de programmes iraniens d'enrichissement, les conceptions de centrifugeuses, les configurations de cascades, les procédés métallurgiques existent dans des documents, dans la mémoire humaine et dans des installations qui n'ont pas été localisées ni frappées en 46 jours de la plus vaste campagne aérienne menée dans la région depuis Opération Desert Storm. L'ensevelissement du stock actuel est une solution à une dimension du problème de prolifération. Ce n'est pas une solution au problème. Peu importe la fréquence à laquelle le cercle de Trump parle en absolus, la physique, l'ingénierie et la mémoire institutionnelle restent obstinément peu impressionnés. La présentation de Trump, profondément enfouie, est plutôt en sécurité. Et la présentation du Pentagone, un dépôt de munitions frappé par des bombardiers américains, convergent vers la même fonction politique, clore une question que la communauté du renseignement et des garanties dit encore ouverte. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a dit qu'un peu plus de 200 kg d'uranium, enrichi à 60%, se trouve sous terre à Ispahan. L'analyse du bulletin suggère que jusqu'à 540 kg pourraient y avoir été déplacés avant juin 2025. Les pourparlers d'Islamabad ont échoué précisément parce que les États-Unis n'ont pas pu obtenir de l'Iran un engagement à retirer, diluer ou abandonner de manière vérifiable ce stock. La frappe du 30 mars avec des pénétrateurs de 2000 livres a produit des explosions secondaires visibles à 100 km. Savoir si ces explosions ont résolu la question nucléaire ou l'ont enterrée plus profondément est la question centrale de l'évaluation du renseignement dans l'ensemble du conflit, une question à laquelle la vidéo de Trump sur Truth Social et le point de presse de Hegseth ont répondu avec l'assurance d'hommes qui ne voulaient pas que la question soit posée. Voilà l'ancienne formule Trump en miniature. Si la certitude sonne assez fort, peut être que l'examen critique la prendra pour une preuve. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.